Bien, alors bonjour tout le monde. Donc, le cours qu'on va faire, ça concerne les web services. Donc, avant de commencer le cours sur les web services, donc, je vais vous rappeler quelques éléments concernant la qualité logicielle. Alors, tout d'abord, donc, la première des choses qui est importante, c'est de savoir toujours, c'est que pour développer un système logiciel, donc, il y a un certain nombre d'exigences qu'il faudrait satisfaire. Alors en fait, il y a deux exigences. Il y a tout d'abord les exigences fonctionnelles. Alors, en fait, les exigences fonctionnelles, donc ça concerne bien sûr les fonctionnalités de l'application. Donc c'est les fonctionnalités métiers. Donc vous développez une application qui permet de résoudre un problème particulier. Et du coup, donc, vous aurez tout d'abord à satisfaire les spécifications fonctionnelles. L'application doit permettre de réaliser les tâches A, B, C, D, E. Donc ça, c'est les fonctionnalités. Alors après, comment faire ça avec quelle technologie? Alors généralement, l'essentiel, c'est de satisfaire ces besoins fonctionnels. Mais pour mettre en œuvre ces fonctionnalités, donc on aura besoin de satisfaire surtout les exigences techniques. Alors justement, ces exigences techniques qui vont poser parfois des problèmes pour les ingénieurs informaticiens. Alors tout d'abord, ces exigences techniques commencent par la notion des performances, parce qu'il ne suffit pas de créer une application, mais également l'application doit être performante. Alors performante, ça veut dire qu'il faut réduire le temps de réponse. Il faudrait également résoudre le problème de disponibilité. L'application doit être disponible tout le temps, la disponibilité. Et également, il faudrait éviter le problème de montée en charge. Alors, en fait, quand je parle problème de montée en charge, je parle de la surcharge du serveur. Autrement dit, donc, vous développez une application, vous la mettez dans un serveur. Alors, quand il y a une seule connexion, une dizaine de connexions, vous avez l'air que votre application fonctionne normalement. Mais après, quand vous avez beaucoup de connexions, beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser l'application, alors si l'application est mal déployée, est mal conçue, est mal développée, alors généralement le serveur va commencer à créer beaucoup d'objets en mémoire. Et après, il y a beaucoup de connexions et du coup, donc, la mémoire devient saturée. Et après, à un moment donné, le serveur devient trop long. Et du coup, donc, parfois, vous serez obligé de redémarrer le serveur pour éviter ce problème. Mais on ne va pas, bien sûr, ce n'est pas, c'est pas une solution. Redémarrer le serveur, ce n'est pas une solution. On est bien d'accord? Alors, il dit que donc, une application, généralement, qui est mal conçue, qui est mal développée, ou bien qui est mal déployée, alors, généralement, ne va pas éviter ce problème. Et le problème de montée en charge, généralement, on va dire, c'est la bête noire des entreprises qui travaillent dans le domaine du génie logiciel. Parce que parfois, ce qu'on fait, c'est que les ingénieurs, ils vont commencer à développer l'application parce que tout ce qui les intéresse, c'est de satisfaire les spécifications fonctionnelles. Mais après, on oublie parfaitement parfois que le problème, quand vous terminez votre projet, il ne suffit pas de faire que les tests fonctionnels. Vous allez faire les tests fonctionnels si les fonctionnalités marchent bien, mais également, vous allez faire ce qu'on appelle les tests de performance. C'est pour voir est-ce que votre application comment elle répond suite à une charge particulière. Et donc ça, c'est un point important. D'autres critères qui sont aussi importants, c'est la maintenance, parce qu'une application, il doit également évoluer dans le temps. Donc, quand on développe une application, il faudrait que l'application évolue dans le temps. Et ça veut dire quoi, évoluer dans le temps? Et après, on vous dit que l'application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Ça veut dire que pour que l'application puisse évoluer, il ne faut pas toucher le code source. Parce que quand on commence à toucher le code source de l'application, vous avez en tête, vous aurez un cauchemar au niveau de la maintenance, parce qu'après, ça va être très compliqué. Hein, on a déjà parlé de ce point-là. Mais par contre, il faudrait ajouter des extensions. Il faudrait que l'application déjà développée, fermée à la modification, donc on ne va plus toucher le code source. Mais s'il y a un bug à corriger, s'il y a une nouvelle fonctionnalité à améliorer, il faudrait plus ajouter des extensions. Alors bien sûr, si l'application est mal conçue dès le départ, on ne peut pas faire ça. La seule solution, c'est de chercher le code source et de modifier. Alors, donc ça, c'est un problème de conception. Alors, en plus bien sûr, de la maintenance, il y a également le problème de sécurité, parce que l'application doit être capable de sécuriser donc, les données qu'il manipule au sein du système d'information. Il y a le problème de portabilité, donc l'application doit être capable de s'exécuter sur des différentes plateformes. Il y a la distribution, ça c'est ce qui nous intéresse parce que nous sommes en train de faire un cours sur les web services. Donc la distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application doit être capable d'être distribuée. Autrement dit,
généralement, quand vous parlez distribution, vous passez de la phase de programmation orientée objet vers la programmation orientée objet distribué. Distribué, ça veut dire que les objets de l'application ne se trouvent pas forcément dans la même machine, ils se trouvent dans des applications différentes, dans des machines différentes, dans des plateformes différentes, dans des systèmes d'information différents. Et du coup, donc, ces objets-là, ils ont besoin de communiquer à travers le réseau d'une manière transparente. Alors, donc, il faut résoudre ce problème. Alors également la capacité, une entreprise d'une manière générale quand il développe son application, dans la majorité des cas c'est que votre application a besoin de communiquer avec d'autres applications de d'autres entreprises. Donc en principe nous sommes dans le cadre des systèmes d'information distribués. C'est ainsi que par exemple une application dans une banque a besoin de communiquer avec une application dans une autre banque. Par exemple une application qui est déployée dans la bourse, par exemple des cotations. Une application qui est déployée donc, au niveau de la Banque du Maroc, etc. Donc, ce qui fait que quand on travaille par exemple dans un domaine comme par exemple le monde de la finance, pratiquement tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine ont besoin d'automatiser l'échange de données. Et bien sûr, même l'application, il doit également il doit avoir la capacité de fournir des fonctionnalités à différents types de clients. Quand je développe une application, je devrais dire que l'application doit être consulté par une application desktop. Desktop, c'est une application que vous installez dans une machine avec des interfaces graphiques et qui permet d'utiliser l'application. Et on doit pouvoir exploiter l'application via une application mobile, par exemple Android, par exemple. Une application web, via une interface web, avec des SMS. Ça veut dire que on devrait interagir avec l'application avec différentes solutions. Donc, IDECO, on sera obligé de séparer les couches de l'application. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on développe une application, on va séparer les couches. Il y a la couche métier, dans laquelle on fait les traitements, et la couche présentation, dans laquelle on va définir la logique de présentation en fonction du type d'application. Parce que la logique présentation que vous travaillez pour une application Android, ce n'est pas la même que pour, par exemple, une application basée sur Swing. Et ce n'est pas la même chose pour une application web, par exemple, J2E. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est la couche métier. Le métier, il est toujours le même. Alors, tout ça, il y a le coût du logiciel. C'est-à-dire que je veux bien que l'application puisse satisfaire toutes ces conditions, mais sans déborder au niveau du coût. Donc, ça doit être un peu quelque chose de très logique. Alors, si vous dites à votre client, voilà, tout ça, je peux vous réaliser cette application qui respecte tous ces critères, mais pour le faire, ça me demande 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de travail. Alors après, bon, le problème, si vous calculez le coût, vous dites, c'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle on peut faire un constat. Alors, quel est le constat qu'on va faire? Le constat, c'est que tout d'abord, c'est qu'il est très difficile, il est très compliqué de développer un système logiciel qui respecte tous ces critères sans utiliser l'expérience des autres. C'est-à-dire que le seul moyen pour pouvoir développer une application qui permet de satisfaire ces critères-là, les spécifications fonctionnelles, techniques, le coût, etc., c'est tout simplement d'utiliser l'expérience des autres. Alors ça veut dire quoi, utiliser l'expérience des autres? Ça veut dire qu'il faut tout d'abord bâtir l'application sur des architectures. Donc c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, on utilise les architectures J2E, l'architecture .NET, l'architecture PHP. L'essentiel, c'est qu'il vous faut une architecture. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un serveur d'application. Alors, si on travaille avec la technologie Java, donc en principe, vous avez déjà appris que, par exemple, pour utiliser EJB, on a besoin d'un serveur d'application JBoss, un serveur d'application WebSphere, par exemple, Glassfish, Tomcat, tout simplement, qui est un simple conteneur web. L'essentiel, c'est qu'il faut un serveur d'application. Mais surtout, il vous faut également un framework pour l'inversion de contrôle. Alors, en fait, ce principe de l'inversion de contrôle permet de définir un conteneur qui va gérer le cycle de vie des objets de votre application. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a un grand problème pour les applications, c'est les performances. Alors, ça veut dire quoi les performances? Ça veut dire qu'il faudrait bien gérer la création des objets. Alors, si dans votre application, vous créez des objets à n'importe comment et n'importe où, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir parfois à créer beaucoup d'objets en mémoire qui ne servent à rien, que vous ne détruisez pas. Et du coup, donc, vous aurez un problème de surcharge
et qui vont entacher bien sûr la qualité de performance de votre application, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle donc il nous faut soit que j'ai beaucoup d'expérience dans le développement et dans ce cas-là, donc j'écris bien mon code et je l'optimise bien en utilisant les design patterns et tout ça, ou tout simplement vous dites, d'ailleurs c'est le cas des entreprises qui vont dire tout simplement ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps, mais il y a déjà une expérience qu'il faut utiliser et utiliser un framework semble une très bonne solution pour les entreprises. Alors donc, quels sont les différents frameworks qu'on peut utiliser, en tout cas dans J2E? Il existe deux solutions. Donc, soit utiliser Spring comme framework. Alors, Spring, justement, c'est une solution qui permet de faire l'inversion de contrôle. Autrement dit, ils prennent en charge, c'est-à-dire la création des objets de votre application, le cycle de vie de tous les objets de l'application, ou tout simplement EJB. Alors, c'est quoi la différence? C'est que EJB, il fait partie des spécifications J2E, c'est-à-dire que c'est un conteneur lourd qui nécessite d'avoir un serveur d'application. Alors, on ne peut pas, par exemple, utiliser les EJB si vous n'avez pas un serveur d'application JBoss ou bien WebSphere ou bien WebLogic ou Glassfish. Donc, il fait partie des spécifications des serveurs d'application. C'est pour cela qu'on dit que EJB, c'est un conteneur lourd. Lourd, c'est-à-dire qu'il exige d'avoir un serveur d'application. Alors que Spring, il permet de faire la même chose, mais c'est un conteneur léger. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire fonctionner Spring dans un serveur d'application. Je peux bien utiliser Spring dans une application classique desktop, une application web J2E, une application quelconque, peu importe. Il dit que donc, par exemple, avec Spring, je peux utiliser un simple conteneur web Tomcat pour bâtir toute une application. Autrement dit donc, Spring, il peut également jouer exactement le rôle d'un serveur d'application J2E. Donc tout ce qui est offert avec... Donc, généralement, dans le domaine du J2E, il y a ces solutions. Mais à part, bien sûr, le problème de l'inversion de contrôle, il y a également le problème classique technique du mapping objet relationnel. On a besoin de gérer donc l'accès aux bases de données. Donc, il faut utiliser un framework comme, par exemple, Hibernate, Toplink, généralement qui respecte les spécifications GPA. Ou utiliser des frameworks, par exemple, pour développer les applications web, comme, par exemple, Struts, GSF, Spring MVC, ainsi de suite. Alors ça, jusque-là, ça ne concerne pas. Mais ce qui nous concerne dans ce cours, c'est la distribution. En plus de tout ça, donc vous aurez besoin de résoudre également le problème des applications distribuées. Autrement dit, donc, les applications dans lesquelles vous devrez utiliser les middleware. Et les différentes solutions de distribution en principe que vous avez déjà étudié, donc RMI et Corba, ce sont deux solutions. Nous avons déjà expliqué que RMI, c'est un middleware qui est utilisé pour créer des applications distribuées Java. Un objet Java dans une machine peut communiquer avec un autre objet Java dans une autre machine. Corba, il peut faire la même chose, mais sauf qu'avec des langages qui sont différents, avec des plateformes différentes, donc c'est pour des systèmes distribués hétérogènes. Mais également, Corba, c'est une solution qui était exploitée bien sûr dans des systèmes distribués. Mais depuis quelques années, donc, il y a une alternative à Corba. Il y a une autre solution qui permet de faire la même chose que Corba, c'est-à-dire créer des applications distribuées multilangages et multiplateformes. C'est les web services. Donc les web services, c'est une alternative, c'est une autre solution qui va être utilisée beaucoup par les entreprises pour permettre aux applications développées avec des langages différents et déployées dans des plateformes différentes de communiquer. Alors, en fait, vous allez voir dans ce cours qu'il existe deux types de web services. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et après également les web services basés sur notamment le protocole RESTful. Donc, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais également, il y a d'autres middleware qui permettent d'assurer la communication asynchrone, comme par exemple GMS. C'est également une partie que vous allez traiter quand vous faites le cours sur Enterprise JavaBeans. Alors, avant de vous parler du web service, donc, on peut montrer dans cette architecture que, en quelque sorte, voilà à quoi ressemble l'architecture des systèmes distribués des entreprises. On peut dire que d'une manière générale, chaque entreprise dispose de son propre système de gestion de base de données relationnelles. Alors, dans la majorité des cas, c'est des systèmes de gestion de base de données relationnelles qui sont utilisés. Alors, quand la quantité d'informations traitée est très importante, il n'y a pas mieux que les bases de données relationnelles. Donc ça n'existe pas. Donc au niveau performance, donc ça veut dire c'est toujours SQL Server, c'est toujours MySQL, Oracle qui vont être utilisés. Mais de l'autre côté, l'application qu'on développe, c'est des applications orientées objets.
Et il n'y a pas mieux que l'orienté objet pour également développer des applications qui devraient respecter les critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand vous avez une application orientée objet et une base de données relationnelle, vous aurez besoin de faire une opération qui s'appelle le mapping objet relationnel. Et généralement, cette partie-là, il est assurée par la couche DAO. Et après, par la suite, vous avez, pour développer, donc la couche métier, c'est les traitements. Et après, pour accéder à ces traitements via Internet, via bien sûr le web, via le protocole HTTP, on aura besoin de développer la couche web. Et la couche web, pour la développer, alors tout dépend des technologies que vous utilisez. Ça peut être PHP, ça peut être l'ASP, ça peut être JSP Servlet, donc c'est la technologie que vous utilisez. Et après, donc ça c'est le classique. Après, par la suite, il y a ce qui nous intéresse, il y a la partie web, plutôt la couche service. Et la couche service, c'est la partie de l'application qui permet à votre application de communiquer avec d'autres applications distantes de d'autres entreprises. Alors, comme je disais tout à l'heure, il existe plusieurs solutions basées sur des middleware, comme RMI, Corba, GMS, et également les protocoles SOAP et notamment REST, une solution. Alors, ça, c'est d'une manière générale. En d'autres termes, si je vois cette architecture-là, je peux par exemple imaginer le scénario suivant. J'ai un navigateur web qui envoie une requête HTTP vers une couche web. La couche web fait appel à la couche métier. La couche métier a besoin de faire un traitement. Alors si, pour faire les traitements, on a besoin d'utiliser des données. Alors si les données, relatives au traitement se trouvent dans le SGBD local, donc on va passer par la couche d'accès aux données. Mais il se peut parfois que pour faire des traitements, on a également besoin de se connecter à un autre système d'information distant. Par exemple, j'ai besoin de me connecter vers un autre système d'information distant. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Cette couche métier a besoin d'utiliser, par exemple, la couche service, par exemple, à travers un web service, un client web service qui envoie une requête vers le web service. Et c'est le web service qui va faire appel au traitement au niveau de l'autre système d'information, faire le traitement, récupérer les résultats et envoyer ce résultat-là vers le client. Et du coup, donc, pour un consommateur, quand vous lancez votre navigateur, vous cliquez sur un bouton et vous avez le résultat, vous ne pouvez pas savoir ce traitement et il ne provient d'où. C'est-à-dire que le serveur, il va faire un traitement, mais le serveur lui-même, il a besoin de communiquer avec d'autres serveurs pour accomplir ses tâches. Alors, pour ce qui concerne l'architecture J2E, donc ça c'est, si vous voulez, c'est l'architecture d'une manière générale. Mais si vous voulez faire la même chose, mais dans une architecture J2E, ben on peut dire que l'architecture J2E s'appuie sur un serveur d'application J2E, donc, comme par exemple WebSphere, comme JBoss, qui sont deux exemples, ou Glassfish par exemple. Et dans l'application elle-même, la partie la plus importante de l'application, généralement, c'est la couche métier. Et la logique métier de l'application, comme je le disais bien, pour développer la couche métier de l'application, vous avez besoin de régler deux problèmes. Le premier problème, il y a les spécifications fonctionnelles, parce que la tâche principale de la couche métier, c'est quoi? C'est de répondre aux spécifications fonctionnelles, n'est-ce pas? Donc les fonctionnalités. Et la deuxième tâche, c'est l'aspect technique. Alors par exemple, pour réaliser des traitements dans la couche métier, on a besoin de gérer les problèmes des transactions. On a besoin de gérer les problèmes de performance, problèmes de maintenance, le problème de sécurité. Alors tout ça, c'est beaucoup pour le développeur, n'est-ce pas? Alors c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, dans la couche métier, on a besoin d'utiliser un conteneur. Alors dans le cas de J2E, il y a deux solutions, soit un conteneur Spring ou bien un conteneur JB qui va gérer le cycle de vie de la couche métier. En fait, la couche métier elle-même, généralement, se compose de deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle les entités et les traitements. Alors en fait, les entités, c'est quoi? C'est des classes persistantes, les structures des données manipulées par l'application. Parce que quand on résout un problème, on se pose la question, qu'est-ce que je manipule? Par exemple, je crée une application qui permet de gérer des comptes, donc vous allez créer la classe compte, n'est-ce pas? La classe compte, c'est une entité. Et la classe compte, c'est une entité. Généralement, les entités, les données relatives aux entités sont enregistrées dans une base de données. C'est-à-dire, vous avez la classe compte ici, alors de l'autre côté, vous avez la table compte. D'accord? Il y a les entités, généralement, c'est des Java Beans, mais également, il y a les traitements. Et pour développer les traitements, donc, tout dépend. Si vous travaillez avec EJB, et vous allez voir que vous aurez besoin de travailler avec ce qu'on appelle les EJB sessions, qui vont s'occuper des traitements. Mais si vous travaillez avec Spring, vous aurez besoin bien sûr d'utiliser
des interfaces et des implémentations dans lesquelles vous faites les traitements. Donc, généralement, on peut dire que dans la couche métier, il y a deux parties. Il y a les données, les structures des données manipulées, c'est des entités. Il y a les traitements, c'est-à-dire c'est les fonctionnalités. D'accord? Alors dans ce cours, ça ne nous intéresse pas. Je suppose que quand vous avez un système logiciel, vous savez utiliser un framework, soit EJB, soit Spring, soit peu importe que vous l'utilisez ou non. L'essentiel, c'est qu'il y a la couche métier qui fait des traitements. Alors après, par la suite, il y a la couche web. Alors dans la couche web, en principe, il existe... dans la couche web, dans le conteneur web, on peut déployer des composants comme Servlet JSP quand il s'agit de développer l'application web. Alors, avec Servlet JSP, on peut bien sûr, à travers un client HTTP, envoyer une requête HTTP, faire des traitements, récupérer des résultats et après fournir une réponse. Alors, généralement, dans une application web, la réponse, souvent, c'est du HTML avec des feuilles de style CSS, avec du JavaScript en principe. Et après, si vous voulez la même chose pour développer l'application web, si vous voulez utiliser l'expérience des autres dans le domaine, vous pouvez utiliser donc des frameworks comme Spring MVC, comme GSF, comme Struts pour développer l'application web. Alors la même chose, ça c'est un cours que nous avons fait déjà l'année dernière, ça concerne le développement web J2E. Donc ça c'est une partie. Alors oui. Les Oui. Non, non, je ne parle pas de web service. Donc là, je parle jusqu'à présent d'une simple application web. D'accord? Alors maintenant, dans les composants qu'on peut déployer dans la couche web, il y a également les web services. Alors justement, c'est ce que nous allons faire. Alors en fait, les web services, généralement, un web service, c'est quoi? C'est un objet que vous allez créer et dans lequel vous mettez des traitements. Alors sauf que les traitements de cet objet-là, ils peuvent être appelés à distance par une autre application développée avec un autre langage. Par exemple, Java, PHP, .NET, COBOL, peu importe le langage. Une application quelconque peut toujours envoyer une requête SOAP, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, vers le web service. Et le web service donc, va faire des traitements. Et pour faire les traitements, la couche métier elle-même, il va utiliser les services de l'infrastructure. Parce qu'un serveur d'application J2E offre un ensemble de frameworks, un ensemble de services qui vont permettre à votre application de résoudre les spécifications techniques, les problèmes techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme par exemple, vous disposez d'un framework de mapping objet relationnel, comme par exemple l'utilisation de GPA, comme la gestion des transactions, un service qui permet de gérer les transactions, comme également des services, plutôt des implémentations qui permettent de déployer les web services. Alors tout ça, il y a un tas de services de l'infrastructure qui sont offerts par le serveur d'application J2E qui vont être utilisés par le framework, soit EJB, soit le framework Spring, parce que c'est lui qui gère bien sûr ce contrôle. Alors le fait d'utiliser bien sûr ces frameworks, ça permet bien sûr de dissocier c'est-à-dire l'aspect métier de l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qui est les spécifications techniques. Alors ça c'est le web service. Alors nous allons voir que les web services, il y a deux types de web services. Les web services basés sur le protocole SOAP. Alors, en fait, le protocole SOAP, il va utiliser le protocole HTTP, mais également combiné à la technologie XML. Et pour déployer un web service, on peut par exemple utiliser des frameworks comme Axis, comme CXF, qui vont permettre de déployer facilement un web service. Alors qu'il y a un deuxième type de web service que nous allons aborder par la suite, c'est les web services RESTful. Alors ça, c'est un autre type de web service qu'on peut invoquer directement via un simple protocole HTTP. Alors autrement dit, donc, avec les web services RESTful, je ne suis pas obligé d'utiliser le protocole SOAP. J'utilise une simple requête HTTP à partir de n'importe quelle application, une application mobile, une application basée sur jQuery, Flash, peu importe. Une application quelconque qui est capable de se connecter à Internet, d'envoyer une requête HTTP, il peut faire appel à une méthode, par exemple, qui se trouve dans un web service de type RESTful. Alors, sauf que les données échangées, on n'est pas obligé d'utiliser XML. C'est ça l'avantage des web services RESTful, c'est que je peux utiliser le format XML, je peux utiliser le format JSON, je peux utiliser le format XML, SVG, je peux utiliser HTML, peu importe, tout dépend du type de l'application. Donc les web services RESTful ont pris beaucoup de place par rapport aux web services SOAP dans le cadre des applications généralement web.
Mais il faut juste dire une chose, c'est que nous allons voir que le protocole SOAP, il est fait pour échanger les données structurées entre des applications, entre les machines. C'est pour le dialogue entre les machines, c'est-à-dire des applications. Alors que généralement, les web services RESTful, généralement, ils sont utilisés pour consommer des données dans des interfaces d'applications, comme par exemple les applications mobiles, comme par exemple les applications web classiques. Alors la même chose, ici, vous avez une architecture. Alors je n'ai pas parlé bien sûr de RMI parce que via par exemple via EJB ou bien via Spring, il est toujours possible de faire appel au traitement de la couche métier avec un client Java, c'est-à-dire une application Java desktop quelconque, sans passer par le protocole HTTP. Et dans ce cas-là, on peut passer par RMI, comme on peut passer par Corba. Donc ça, c'est pour faire pratiquement l'appel des méthodes à distance. D'accord? Alors ça, c'est un cas que nous avons déjà vu avec RMI et Corba. D'accord? Alors ça, c'est une introduction vers les architectures. Donc ça, on aura bien sûr toujours, on aura l'occasion parce qu'on a déjà vu une bonne partie de cette architecture, mais également quand vous allez faire le cours, parce que je crois que vous n'avez pas encore fait le cours sur EJB, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le cours que vous allez faire par la suite. Et on aura l'occasion de revenir justement sur cette partie-là, c'est-à-dire comment développer les composants métiers d'une application basée sur EJB. Alors que l'année dernière, vous avez travaillé avec Spring. D'accord? Alors maintenant, les web services. Donc on peut dire que les web services sont des composants basés sur Internet, c'est-à-dire le protocole HTTP, et qui respectent un format bien spécifique, c'est XML. Autrement dit, les web services n'ont pas réinventé la roue comme le cas de RMI et par exemple Corba. C'est un nouveau protocole, mais les web services ils vont utiliser quelque chose qui existe déjà, à savoir le protocole HTTP. Pratiquement toutes les applications sont capables de se connecter à Internet. Et le deuxième, c'est la technologie XML qui existe également et qui est pratiquement toutes les applications, tous les langages disposent de ce qu'on appelle des parseurs XML, donc qui peuvent être utilisés. Alors, donc, les web services permettent aux applications de faire appel à des fonctionnalités à distance. On est toujours dans le cas de faire appel à des méthodes à distance comme vous le faites avec RMI, comme vous le faites avec Corba. Donc, c'est les applications distribuées. Donc, les web services, on peut dire qu'ils peuvent permettre aux applications de dialoguer entre elles à travers le réseau, indépendamment ni des langages de programmation, ni de la plateforme de déploiement. Donc ça veut dire que je peux bien avoir une application C++ qui communique avec une application Java, avec une application PHP via les web services. Et juste à titre d'indication, c'est que les web services s'inscrivent dans la continuité de Corba, parce qu'avant les années 90, la seule solution qui permet de connecter les applications d'une manière hétérogène, c'est-à-dire qui sont développés avec des langages de programmation différents, c'était d'utiliser Corba. Mais après, les web services est venu comme alternative. Pourquoi? Parce que Corba, c'est vrai que dans des situations, il est lourd à mettre en œuvre, alors que les web services, c'est une technologie qui est légère, qui est encore plus simple, qui va faciliter la distribution des applications. Alors, en tout cas, pour faire le cours sur les web services, il faut tout d'abord rappeler le protocole HTTP. On a déjà présenté ce protocole HTTP l'année dernière, si vous vous rappelez, quand on a introduit le cours sur J2E et dans la technologie web. Donc, je vais vous le rappeler. Alors, HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole qui permet à un client de récupérer un document à partir d'un serveur. Ce document peut être soit un document statique, comme par exemple une page HTML, un fichier PDF, etc. Comme ça peut être un document dynamique, comme par exemple un script PHP, comme une page JSP, un script ASP ou une servlet. Donc ça veut dire que c'est un script qui s'exécute au niveau du serveur. Également, c'est un protocole qui permet de soumissionner des données, des formulaires. Ça veut dire qu'il permet à un client de saisir des données et de les envoyer vers le serveur. Alors, le fonctionnement du protocole HTTP, il est très simple. C'est un protocole sans état. Ça veut dire quoi? C'est un protocole, tout d'abord, le client se connecte au serveur. Il faut établir la connexion. Ensuite, le client demande au serveur un document. C'est la requête HTTP. Le serveur envoie la réponse HTTP avec un code d'erreur. Alors, généralement, quand status égale 200, ça veut dire que c'est OK. Ça veut dire que le document a été envoyé. Par exemple, 404, ça veut dire que le document n'existe pas. Et après, par la suite, une fois que le document est chargé, il y a une déconnexion. Alors, déconnexion, ça veut dire que si le client, à nouveau, il veut envoyer une deuxième requête, il va
on va reprendre, on va se connecter, on envoie la requête, je reçois la réponse, je suis déconnecté. Alors, en fait, c'est schématisé dans cette partie-là. Alors, en principe, par exemple, alors quand on dit un serveur web c'est quoi? Un serveur, d'une manière générale, c'est quoi? C'est une application qui commence par créer un objet server socket. En fait, l'objet server socket, c'est un objet qui fait partie du protocole TCP/IP. Et c'est un objet qui permet d'ouvrir un service d'écoute en utilisant un numéro de port. Alors, dans le cas d'un serveur web, généralement, on utilise le port 80. Et c'est un objet qui démarre et après qui attend qu'un client puisse demander une connexion. Et après, une fois que le serveur est démarré, le client, à un moment donné, a besoin de, par exemple, le client a besoin de récupérer ce document, envoyer une requête. Alors, pour récupérer ce document à partir du serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, il doit se connecter. Alors, quand on établit la connexion, généralement, le client crée une socket. Et cette socket-là, c'est également un objet qui fait partie du protocole TCP. Et pour créer une socket, pour se connecter, on a besoin de lui donner deux informations. L'adresse IP, donc pour identifier la machine où se trouve le serveur, et le port. Pourquoi? Parce que la machine où se trouve le serveur, bien sûr, dans la machine, il y a plusieurs serveurs. Il y a un serveur web, il y a un serveur de messagerie, il y a un serveur de base de données. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un serveur et un autre? C'est le numéro de port. Il dit que donc on a besoin de spécifier le port. Et quand je crée une connexion, j'établis la connexion. Donc, quand vous tapez l'adresse sur un navigateur, la première des choses qui se fait, c'est ça. Il y a la connexion. Ensuite, j'envoie la requête. Alors, si cette connexion est acceptée, le serveur lui-même va créer une socket. Alors, cette socket-là contient des informations sur le client, à savoir l'adresse IP de la machine cliente et le port de l'application qui a envoyé la requête. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en même temps, il y a des milliers de clients qui se connectent vers le serveur va créer des milliers de sockets. Pour chaque connexion, il doit créer une socket. Donc ça veut dire que forcément, quand on parle de problème de montée en charge, c'est que déjà, vous voyez, donc, quand il y a beaucoup de connexions, le serveur va créer en même temps des sockets. Alors bien sûr, avec le protocole HTTP, pour soulager le serveur, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'une fois la connexion établie, le client envoie une requête pour demander un document. Et quand on envoie la requête, on peut utiliser soit donc la méthode GET ou bien la méthode POST. Mais nous allons voir également qu'il y a d'autres méthodes comme les méthodes PUT, DELETE et HEAD qui sont utilisées par le protocole HTTP. Alors de toute façon, que ce soit GET ou POST, je demande un document. Le serveur cherche le document, il envoie la réponse. Et dans la réponse, il va envoyer bien sûr le document. Ce qui permet donc de récupérer un document côté client. Et généralement, dans la réponse, il y a le document, mais également il y a d'autres informations que nous allons voir tout à l'heure, comme par exemple status, qui représente donc le code d'erreur, qui indique au client comme quoi le document a été bien chargé. Et après, une fois que le document est chargé complètement côté client, il y a une déconnexion. Et justement, cette déconnexion consiste à quoi? Consiste tout simplement, le client ferme la socket et le serveur ferme également cette socket, ce qui fait que pour le serveur, une fois qu'il vous donne la réponse, il suppose que vous n'allez plus lui poser de questions. C'est exactement ce qui se passe. Pour lui, il vous donne la réponse et après, je ferme la connexion. Il dit quoi? Donc, si je veux par exemple envoyer une deuxième requête, il faut refaire ça. Je me connecte, etc. Alors déjà, il faut comprendre, c'est pour cela qu'on dit que le protocole HTTP, c'est un protocole qui est sans état, stateless, qui n'a pas d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un client envoie la première requête, quand le client reçoit la réponse, il est déconnecté. Déconnecté, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre le client et le serveur. Il dit quoi donc? Le serveur, quand vous lui envoyez une deuxième requête, pour lui, si vous êtes un autre client, il n'y a pas d'état, donc le serveur ne peut pas se rappeler, ne peut pas garder des informations relatives à un client au niveau du serveur, a priori en utilisant cette connexion, parce qu'on ne garde pas la connexion ouverte, mais bien sûr, comme vous le savez, il y a des solutions comme les sessions, n'est-ce pas? Alors justement, les sessions pour les sessions, c'est quoi le principe? C'est que pour pouvoir garder des informations relatives à un client au niveau du serveur, il faudrait que le client, à chaque fois qu'il envoie la requête, il doit envoyer le numéro de la session. Il va envoyer toujours le session ID qui indique au serveur que voilà, il s'agit bien de ce client.
Alors, autrement dit, la première connexion que vous envoyez, la première requête HTTP que vous envoyez au serveur, généralement, il ne contient pas le session ID, l'ID de la session. Alors, du moment qu'il ne contient pas l'ID de la session, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va vous créer un espace mémoire réservé pour le client et après, il va lui attribuer un numéro de session. Et quand il vous envoie la réponse, il vous envoie voilà, le numéro de la session. Ben, il dit que donc, même si vous êtes déconnecté, mais si vous envoyez une deuxième requête, vous envoyez également le numéro de la session. Ce qui permet, c'est le seul moyen qui va permettre au serveur d'identifier un client. Mais bien sûr, il faut savoir que les sessions, ils ont une durée de vie, c'est-à-dire que si pendant, par exemple, 20 minutes ou bien pendant une durée, ce qu'on appelle un time-out, si le client n'a envoyé aucune requête, alors en principe, la session est détruite, n'est-ce pas? Alors, les méthodes du protocole HTTP, vous les connaissez déjà, donc il y a GET, c'est pour récupérer généralement un document. POST, c'est pour récupérer, plutôt c'est pour soumissionner des formulaires, pour envoyer des données. PUT, c'est pour généralement supprimer, demander au serveur de supprimer un document. Delete, c'est pour demander au serveur, PUT plutôt c'est pour voilà, envoyer un document, c'est pour faire une opération de upload. C'est pour demander, c'est pour permet au client d'envoyer un fichier vers le serveur. Delete, c'est pour demander au serveur de supprimer un document. Et head, c'est pour récupérer des informations sur un document. Alors ça, c'est le protocole HTTP comme il est créé. Mais vous allez voir que dans les web services de type, SOAP, alors généralement, on utilise la méthode POST. C'est la méthode qui va être utilisée pour envoyer ce qu'on appelle la requête SOAP et récupérer la réponse SOAP. Mais dans les web services de type RESTful, on pourra utiliser généralement toutes ces méthodes. Généralement dans RESTful, c'est que GET il est utilisé pour consulter des données. POST est utilisé pour enregistrer de nouvelles ressources, des nouvelles données. PUT il est utilisé ici pour faire la mise à jour des données. Et après, delete est utilisé pour demander au serveur de supprimer des ressources. Alors ça, c'est juste des normes. Alors, une requête HTTP, on a déjà l'occasion également de la présenter. En fait, quand vous dites « j'envoie une requête HTTP », ça veut dire que vous envoyez une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères contient des informations. Tout d'abord, il contient le nom de la méthode, le nom du document, parce que quand j'envoie la requête, j'envoie ce qu'on appelle l'IURI, donc c'est-à-dire le document, plutôt l'IURI associé au document. Et après, par la suite, le client envoie un tas d'informations, c'est ce que nous appelons les entêtes de la requête HTTP, HTTP Request Headers, parmi lesquels il y a par exemple accept, qui représente par exemple comme quoi le client demande au serveur comme quoi moi j'attends un document en format HTML. Alors, généralement, vous allez voir que par exemple dans les web services de type RESTful, cette entête elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on peut bien créer un web service RESTful qui peut générer soit le format XML, soit le format HTML, le format JSON, etc. Donc, la même méthode, elle est capable de générer différents formats. Alors maintenant, c'est qui va spécifier le format? C'est le client. Moi, en tant que client, par exemple, si j'envoie une requête avec accept égale text, par exemple, text/html, ça veut dire que le serveur, il sait qu'il va vous envoyer le format HTML. Alors, si, par exemple, c'est application/xml, ben, il vous envoie le format XML. Ou tout simplement application/JSON, il vous envoie le format JSON. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les services RESTful. Alors d'autres entêtes qui sont envoyées, par exemple, quand il s'agit des applications web, le navigateur envoie le accept language, notamment qui représente le code de la langue utilisé par le navigateur, user agent comme par exemple le type du navigateur, ainsi de suite. Elle dit la requête. D'abord, on n'a pas parlé de c'est la requête, c'est ce que le client envoie vers le serveur. D'accord? Voilà ce que le client envoie vers le serveur. La requête. Et après, il y a une ligne vide, un saut de ligne. Après la ligne vide, il y a le corps de la requête. Et dans le corps de la requête, il y a les données utilisateurs. Alors maintenant, s'il s'agit d'une méthode, d'une requête envoyée avec POST, les données envoyées par l'utilisateur sont généralement se forment sont envoyées dans la réponse, c'est-à-dire après une ligne vide, on va trouver par exemple login égale valeur, and pass égale valeur, etc.
Alors ça, c'est les données utilisateurs envoyées dans la requête. Alors que si une requête est envoyée avec la méthode get, c'est quoi la différence? C'est que les données utilisateurs ne sont pas envoyées dans le corps de la requête, mais ils sont envoyés dans la première ligne après un point d'interrogation. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les données envoyées par get dans une application web avec un navigateur sont visibles au niveau de l'URL. La réponse HTTP, qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient donc HTTP, la version. Alors, juste en parlant de version, vous savez, il y a la version HTTP 1.0, hein, il y a la version 1.1, mais bien sûr, dans la majorité, enfin, aujourd'hui, donc c'est la version 1.1 qui est utilisée par plutôt les applications. En tout cas, le serveur, il spécifie également avec quelle version du protocole il dialogue. Il y a status. Alors, status, c'est le code d'erreur. Alors, généralement, la première information qu'un client va lire quand il reçoit la réponse, c'est ce code. Alors, pour lui, s'il égale 200, ça veut dire c'est OK. Ça veut dire que le document a été envoyé. Où se trouve le document? Il se trouve dans le corps de la réponse. Où se trouve le corps de la réponse? Après un saut de ligne, après une ligne vide. D'accord? Mais avant le corps de la réponse, le serveur également envoie quelques informations qui permettent de décrire le contenu, comme par exemple la date du serveur, comme le type du serveur qui a envoyé la réponse, comme par exemple la date de dernière modification de ce document, comme content type, c'est très important, qui indique ce contenu-là, il est de quel type, hein? Alors ça va indiquer au client, pour lui, si c'est text/html, le navigateur sait qu'il va utiliser un parseur HTML pour interpréter le code. Quand il trouve que text/XML, il sait qu'il doit utiliser un parseur XML. Donc, le format, important. Content length, c'est la capacité du document. Alors, ça, c'est le protocole HTTP. N'est-ce pas? Alors, pour vous, c'est un rappel, mais en même temps, c'est important donc, pour les web services. Alors, maintenant, ça, c'est pas nouveau. Ouais, le protocole HTTP, il a existé depuis les années 70. Ça fait longtemps. Enfin, même avant. L'histoire de l'Internet remonte, n'est-ce pas? Donc, c'est pas nouveau. Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est quelque chose de très très ancien. C'est ce qui a fonctionné l'Internet depuis... hein? Comment? Moi, je disais 1970, mais si vous cherchez dans l'histoire, donc au niveau de la défense, au niveau des militaires, c'était plutôt avant. Alors maintenant, les web services, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi l'idée des web services? L'idée des web services est la suivante, regardez bien. En fait, un web service, c'est quoi? C'est un objet que vous créez avec un langage quelconque. C'est une classe que vous créez dans laquelle vous avez des méthodes. Et ces méthodes peuvent être invoquées à distance. Alors comment? Alors, quand vous avez un serveur qui héberge un web service, pour qu'un client développé avec n'importe quel langage, soit PHP, .NET, Java, COBOL, peu importe, pour qu'il puisse faire appel à une méthode qui se trouve dans un serveur web, dans un web service, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il doit envoyer ce qu'on appelle une requête SOAP. Alors la requête SOAP, c'est quoi? C'est une requête HTTP, tout simplement, mais sauf que le corps de la requête, c'est-à-dire ce corps-là, cette partie-là, contient un message XML. Donc le corps de la requête contient un message XML. Et ce message XML, qu'est-ce qu'il contient? Il a cette structure. Généralement, la racine du message XML, c'est enveloppe. On va trouver une partie qui s'appelle header, c'est les en-têtes. Généralement, cette partie-là, elle est optionnelle. C'est pour cela que vous voyez qu'elle est vide, mais on va voir à quoi elle va servir. Il y a une partie body dans laquelle qu'est-ce qu'on trouve? Le nom de l'opération que je veux exécuter. Ça veut dire quoi? Le client envoie un message XML qui indique au serveur comme quoi je veux exécuter la méthode conversion. Mais bien sûr, pour faire appel à la méthode conversion, j'ai besoin d'envoyer le montant de l'opération. Et du coup, donc ici, entre conversion et slash conversion, j'ai le montant égal à 12. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois un message XML qui est envoyé par le client vers le serveur. Le serveur, lui, il va, bien sûr, au niveau du serveur, il existe bien sûr des API qui sont capables de lire ce message. Alors on va voir que dans Java, il y a soit JAX-WS, par exemple, dans Java notamment, il y a JAX-WS qui va utiliser donc aussi JAX-B, donc on va en parler tout à l'heure.
En tout cas, il y a des API qui vont lire ce message, ils vont comprendre comme quoi on va exécuter la méthode conversion, ils vont faire appel à cette méthode conversion, le traitement s'effectue, et après, par la suite, ils récupèrent la réponse, et la réponse est envoyée dans une réponse HTTP. Et dans la réponse HTTP, qu'est-ce que j'envoie à nouveau? Je vois un message XML dans lequel j'ai conversion response, return, et j'ai le résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée des web services, c'est tout simplement échanger des messages XML entre les applications. Alors, le premier, ça s'appelle une requête SOAP. C'est une requête HTTP. C'est un message XML, mais qui est transporté par une requête HTTP. Et la réponse SOAP, la même chose, c'est un message XML qui contient la réponse et qui est transporté par une réponse HTTP, plutôt un protocole HTTP. C'est clair? Donc ça, c'est l'idée. Alors, et du coup, donc, une requête, on peut déjà introduire la notion de requête SOAP. On peut dire qu'une requête SOAP, c'est un message XML qui est envoyé dans le corps d'une requête HTTP. Mais quand je dis bien une requête HTTP, ça veut dire qu'il y a les entêtes, il y a tout ce qui concerne le protocole lui-même qui va être utilisé par le serveur web. Et après, il y a le message XML lui-même qui va être utilisé par le conteneur SOAP, c'est-à-dire que l'API qui va se charger de traiter le web service. Et une réponse SOAP, c'est une réponse HTTP dont le corps contient un message XML. Alors maintenant, quels sont les concepts fondamentaux du web service? Donc, c'est-à-dire si vous voulez étudier les web services, donc il y a trois concepts. Il y a tout d'abord le protocole SOAP. SOAP, ça veut dire Simple Object Access Protocol. Donc c'est un protocole d'échange entre les applications. Il est indépendant du langage et qui est basé par la technologie XML. Donc on peut dire qu'en fait un appel SOAP, c'est-à-dire une requête SOAP, c'est quoi? C'est un flux ASCII, c'est du texte qui est encadré par des balises XML, donc c'est un message XML transporté par un protocole. Est-ce qu'obligatoirement on est obligé d'utiliser HTTP? Non. Dans la majorité des cas, c'est le protocole HTTP qui est utilisé, mais on peut bien utiliser d'autres protocoles pour transporter ce message. Ça peut être SMTP, ça peut être FTP, ça peut être, je sais pas, le protocole GMS. L'essentiel, c'est on va utiliser un protocole qui existe déjà pour pouvoir transporter un message vers une application. Alors, en fait, ça, c'est le protocole SOAP. Alors maintenant, pour qu'un client puisse faire appel à un web service, la première des choses dont le client a besoin, c'est l'interface du web service. Le client a besoin de savoir comment s'appelle le web service. Il a besoin de savoir comment s'appellent les méthodes. Et chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Parce que si je ne connais pas la structure du web service, donc je ne peux pas faire appel au web service. Alors c'est la raison pour laquelle dans les web services, il y a ce qu'on appelle le WSDL. Alors WSDL, c'est Web Service Description Language. C'est quoi? C'est un langage qui permet c'est un fichier XML, tout d'abord, qui permet de faire la description d'un web service. Alors autrement dit, avec le WSDL, on peut dire que c'est un fichier XML dans lequel on va trouver le nom du web service, l'adresse du web service. On trouvera quelles sont les différentes méthodes et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée, quels sont les paramètres de sortie. Et pour déclarer la structure des données échangées avec, bien sûr, les méthodes du web service, généralement, on utilise ce qu'on appelle les schémas XML. Alors, dans XML, pour déclarer la structure d'un document XML, il faut créer ce qu'on appelle un schéma XML. Je vais vous en parler tout à l'heure. Après, nous allons également voir que dans les architectures orientées services, d'une manière générale, ont besoin d'utiliser des annuaires comme UDDI. Alors en fait, les annuaires, quand est-ce qu'on va les utiliser? Quand on est dans un univers dans lequel on ne connaît pas encore où se trouve le web service. Alors donc si je ne connais pas l'adresse du web service, ben, je peux la récupérer à partir d'un annuaire. Donc les annuaires également, un annuaire c'est quoi? C'est tout simplement tout d'abord un web service lui-même qui permet de publier d'autres web services et également de découvrir ces web services. Mais après, bien sûr, donc l'annuaire également pourra donner des informations sur les organisations qui ont bien sûr publié les web services. Également, il y a des protocoles de sécurité qu'il faudrait satisfaire pour, par exemple, accéder à l'information. Alors ça, c'est ce qui va être bien sûr aussi au niveau du web service. Alors pour comprendre mieux, on peut déjà voir dans cette architecture qu'est-ce qu'on voit. Alors ici, donc, j'ai un serveur web dans lequel j'ai le web service. J'ai un client. Alors, dans un premier temps, si le client ne connaît pas l'adresse du web service, qu'est-ce qu'il fait?
il a besoin de faire appel à l'annuaire. Donc, autrement dit, il fait appel à un web service lui-même qui est en principe chargé voilà, je veux l'adresse du web service et il va vous donner l'adresse. Alors maintenant, je connais l'adresse du web service. Mais si je connais déjà l'adresse du web service, je n'ai pas besoin de passer par l'annuaire. Donc, vous voyez, donc l'annuaire, c'est optionnel dans la communication avec le web service, mais si je ne connais pas cette adresse-là, donc je devrais passer par l'annuaire. Alors maintenant, si je connais l'adresse du web service, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que va faire le client, il envoie une requête HTTP vers le serveur pour demander le WSDL, pour demander quel est ton format. Donne-moi le format de ton web service. Autrement dit, donc je connais l'adresse, mais je ne connais pas encore comment s'appellent les méthodes et je ne connais pas la structure du message SOAP, la structure du message XML que je vais envoyer. Hein? Ben, il dit quoi? Donc j'envoie une requête pour demander le WSDL. Le serveur, qu'est-ce qu'il répond? Ben, il répond avec un fichier XML qui contient l'interface du web service, c'est le WSDL. Alors maintenant, si j'ai le WSDL, ça veut dire quoi? Maintenant, je connais le détail sur le web service. Je connais l'adresse, enfin l'adresse, je la connais déjà. Je connais les méthodes. Chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée, ils sont de quel type? Et les paramètres de sortie, ils sont de quel type? Également, je connais quel est le protocole que je dois utiliser pour accéder au web service. Et je peux également connaître le format du message SOAP que je dois envoyer. Donc tout ça, il est décrit dans le WSDL. Une fois que j'ai le WSDL, maintenant le client, il pourra faire appel aux méthodes. Et pour faire appel aux méthodes, il va tout simplement, j'envoie une requête SOAP. Donc c'est un message XML qui contient le nom de l'opération que je veux exécuter. Le serveur va exécuter cette opération et après, il va retourner le résultat sous forme d'un message XML. C'est ce qu'on appelle la réponse SOAP. D'accord? Donc, vous voyez bien que la communication maintenant entre le client et le serveur se fait via le protocole SOAP. C'est HTTP XML, n'est-ce pas? Et la même chose entre le client et l'annuaire, c'est pareil, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le client, quand il veut communiquer avec l'annuaire, il utilise le protocole SOAP. Et même le serveur, quand il veut publier, pour publier les web services dans l'annuaire, il va utiliser le protocole SOAP. Donc la communication entre les trois composantes qui sont le client, le serveur et l'annuaire se fait via le protocole SOAP. Alors maintenant, et du coup, donc, il faut tout d'abord comprendre ce protocole, comment l'utiliser et après, par la suite, l'exploiter dans une architecture orientée service. Alors, le protocole SOAP, donc, je l'ai déjà décrit tout à l'heure. Donc, c'est un protocole d'invocation de méthode à distance basé sur XML. Donc, c'est toujours l'invocation, c'est RPC, Remote Procedure Call. C'est un protocole qui est fait pour assurer la communication entre les machines. Ce n'est pas entre les êtres humains. C'est-à-dire que parfois, on confond les choses. Et quand on voit le protocole SOAP, parfois, on a l'impression que c'est une personne qui va changer un message XML avec une autre personne. Mais en réalité, SOAP est utilisé pour échanger des infos, pour automatiser l'échange entre les applications, c'est-à-dire entre les machines. Et également, le protocole SOAP donc, permet de faire appel à une méthode à distance en utilisant un protocole de transport, comme par exemple HTTP. Alors ici, donc, vous voyez un exemple, une application cliente, il va tout d'abord générer. Côté client, il me faut déjà quelques éléments, quelques bibliothèques, quelques outils qui me permettent de générer ce message SOAP. Donc ce message XML, il va être envoyé via le protocole HTTP qui arrive vers le serveur. Le serveur, la même chose, il a besoin d'un ensemble d'outils, de bibliothèques, etc., qui lui permettent d'analyser ce message SOAP et de faire appel à la méthode du web service et après, par la suite, qui permet de générer une réponse SOAP. Donc ça, c'est déjà expliqué. Alors en fait, la structure d'un message SOAP, donc, elle est la suivante. En principe, donc, un message SOAP, c'est en quelque sorte, donc, il commence par la racine, c'est l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a l'entête, header, il est optionnel généralement, il n'est pas obligatoire, mais l'entête, il peut être utilisé pour contenir des informations qui ne sont pas forcément décrites dans le WSDL et qui peuvent être utilisées dans des applications particulières, surtout par exemple quand un message, une requête SOAP est destinée à être traitée par plusieurs mandataires, c'est-à-dire par plusieurs applications. Hein? Parfois, il y a des situations dans lesquelles j'envoie un message SOAP vers une application, mais ce message-là, il va être transmis à d'autres applications. Et à travers les entêtes, chaque application pourra toujours ajouter
des informations, c'est une manière encore d'enrichir le dialogue via SOAP. Mais dans la majorité des cas, donc il est vide. Il y a l'entête, plutôt il y a le corps de la réponse. Alors en fait, dans le corps, qu'est-ce qu'on trouve? Quand il s'agit d'une requête SOAP, on trouvera la méthode et le nom de l'opération et les paramètres de l'opération. Quand il s'agit d'une réponse SOAP, on trouvera donc soit la réponse, si le résultat est en format XML, soit tout simplement des exceptions, parce que parfois je fais appel à une méthode, mais le résultat c'est des messages d'erreur, donc c'est les exceptions. Alors ça c'est la définition de chaque partie. Alors maintenant, ça c'est les concepts. D'accord? Alors on va essayer donc maintenant de parler de la mise en œuvre, c'est-à-dire que comment créer un web service par exemple avec Java, avec la technologie Java par exemple, comme mettre en œuvre un web service dans différents types d'applications. Alors pour cela, donc particulièrement dans Java, à partir de Java 6, c'est-à-dire le JDK 1.6, en principe ça existait même dans Java 5, on peut l'utiliser. Alors sauf que JAX-WS, c'est une API qui a été intégrée à JDK 1.6 et qui permet de créer facilement des web services en utilisant quelques annotations. Alors en fait, avec JAX-WS, en fait JAX-WS, si vous voulez, c'est la nouvelle appellation de JAX RPC. Pourquoi? Parce qu'avant le JDK 1.5, avant Java 5, on utilisait ce qu'on appelle JAX RPC. JAX RPC était utilisé pour faire appel à pour créer des web services, pour faire appel à des web services. Sauf qu'à l'époque où on utilisait JAX RPC, il n'y avait pas les annotations dans Java. La notion des annotations n'existait pas. Alors à partir de Java 5, on a introduit les annotations et du coup donc pratiquement tout a changé. Mais du coup donc on peut à partir de Java 5, on peut créer un web service en utilisant tout simplement quelques annotations, d'où la création de JAX WS. Alors en tout cas avec JAX WS, le principe est très simple. Ça veut dire quoi un web service? Un web service c'est une classe que vous créez qui contient des méthodes. Par exemple ici j'ai une méthode conversion qui reçoit un montant qui est de type double et qui permet de retourner un double. Par exemple, une méthode qui permet de convertir un montant d'une monnaie vers une autre, par exemple. Une méthode qui est par exemple test qui permet de retourner une chaîne de caractères. Une méthode qui permet de retourner un compte, un objet, métier, une structure de données. Et une méthode qui permet de retourner une liste de comptes, par exemple. Alors, pour que ça soit un web service, on aura besoin d'utiliser des annotations. Web service comme annotation. Dans la notation web service, on peut spécifier le nom du web service avec service name, donc le nom du web service. Alors sinon, par défaut, il prend le même nom que la classe. Chaque méthode, généralement, doit être précédée par la notation web méthode. Alors pour indiquer que ça, c'est une méthode qui va être prise en considération dans le web service. Et après, si vous voulez attribuer un nom à l'opération, autre que le nom de la méthode elle-même, vous aurez besoin de spécifier operation name. Alors operation name, donc vous spécifiez donc le nom de l'opération. Et la même chose ici. Alors web méthode. Donc ici je ne spécifie pas donc operation name, ça veut dire que par défaut il va prendre le même nom que la méthode. Alors également les paramètres d'une méthode. Généralement la notation web param n'est pas obligatoire, mais il vous permet donc d'attribuer un nom qui doit être utilisé dans le message XML correspondant à ce paramètre. Par exemple, côté Java, pour vous, le paramètre s'appelle MT, mais au niveau du message XML, la requête SOAP, il faudrait envoyer le paramètre sous le nom montant. D'accord? Si on n'utilise pas WebParam, au niveau de XML, généralement, par défaut, il utilise des paramètres nommés arg0, arg1, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que souvent on a besoin de nommer les paramètres en fonction de leur fonctionnalité. C'est bon? Alors ça c'est déjà au niveau simplicité. Créer un web service, relativement c'est quelque chose de très simple. Il suffit donc de créer une classe avec des annotations, il n'y a pas de problème. Après, par la suite, pour déployer le web service, nous allons voir comment faire. Alors sauf qu'avant ça, en fait, vous avez besoin de savoir que un web service lui-même, plutôt JAX-WS, utilise lui-même, plutôt cette API JAX-WS utilise elle-même une autre API qui fait partie de Java, qui s'appelle JAXB.
qui a été intégré dans Java 6. En fait, JAXB, c'est quoi? C'est une API qui permet tout simplement de faire la conversion entre les objets Java en XML. Autrement dit, avec JAXB, donc, vous pouvez facilement prendre un objet Java et le convertir en format XML. Et l'inverse, à partir d'un message XML, je peux désérialiser un objet Java. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. On peut l'utiliser dans n'importe quelle application et particulièrement, par exemple, ça c'est une idée de JAXB. Donc par exemple, une application pourra, à partir d'un fichier XML, je peux lire un fichier XML et de construire un objet Java. C'est ce qu'on appelle la désérialisation. En marche là. Et également, à partir d'un objet Java, je peux le convertir en format XML. Mais également, avec JAXB, je peux, par exemple, à partir d'un schéma XML, je peux générer une classe. Parce que dans Java, comment décrire la structure des objets? En créant des classes. Parce qu'une classe permet de décrire la structure d'un objet. Et dans XML, pour décrire la structure d'un message XML, on a besoin de créer le schéma XML. Et du coup, donc, si j'ai un schéma XML, je peux générer une classe correspondante. Et à partir d'une classe, je peux également générer le schéma XML. Tout ça peut être fait par JAXB. Alors, c'est donc, juste pour savoir en quelque sorte comment faire l'opération avec JAXB, donc juste entre parenthèses, parce qu'après on va surtout nous intéresser à JAX-WS. Alors c'est très simple. Par exemple, ici pour générer XML à partir des objets Java, en utilisant JAXB, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. Vous aurez tout simplement dans une application, par exemple, supposons que vous avez créé une classe compte. Et la classe compte est définie par un attribut code, salt, date de création. Après, il y a les getters et setters, un constructeur sans paramètres. Et si vous voulez un constructeur avec paramètres, c'est ce que nous appelons un Java Bean. Et cette classe-là peut utiliser des annotations. Alors, parmi les annotations de JAXB, il y a XML root element. Alors, cette annotation indique tout simplement que quand on va générer un message XML à partir d'un objet de type compte, qu'est-ce qu'il va prendre comme racine? Il va prendre comme racine compte. Mais si vous voulez la racine de fichier XML, si vous voulez l'appeler autrement, vous pouvez mettre XML root element entre parenthèses name, par exemple, vous spécifiez le nom. Donc avec ça, on peut spécifier. Mais je vais vous montrer tout à l'heure d'autres annotations qu'on peut utiliser dans JAXB. Alors, comment maintenant, à partir, j'ai une classe, je veux créer un objet et je voudrais générer un fichier XML. Oui. 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 Oui, JAXB, bien sûr, lui-même, il utilise un parseur XML. D'accord? Un parseur XML, mais plus d'un parseur XML, parce qu'en fait, c'est un parseur XML parce qu'il permet donc de lire et JAXB utilise d'autres parseurs XML qui existent déjà. D'accord? Et ce qui fait que JAXB, mais vous pouvez la considérer comme étant, pour un développeur, c'est un parseur XML, mais qui est déjà prête à convertir les objets Java en XML. Mais ce n'est pas forcément juste pour parser des fichiers XML, mais surtout pour faire la correspondance entre les objets Java et XML. Alors pour générer un fichier XML, qu'est-ce qu'on va faire? Vous créez un objet JAXB context et vous lui donnez comme paramètre la classe. Alors ici, donc, quel type d'objet que je veux exporter en XML? C'est les objets de type classe. Donc ça suppose que j'ai créé déjà la classe compte. Ensuite, pour sérialiser les objets Java en XML, on aura besoin de créer un objet de type marshlar. Comment? En faisant appel à l'objet context.createMarshlar. Donc ça c'est l'objet créé. Après, par la suite, vous aurez besoin juste de spécifier l'objet, une propriété. Marshlar pour cette property. Alors en fait, la propriété c'est JAXB formatted output. Alors ça c'est une propriété juste pour dire que est-ce que vous voulez formater la sortie. Alors formater, c'est-à-dire c'est respecter l'indentation. Alors ici ce message XML, il est bien structuré, il est indenté. Hein? Parce que je peux bien générer un fichier XML sur une même ligne. C'est-à-dire j'ai toutes les valises dans la même ligne. Donc c'est-à-dire si vous voulez qu'il soit juste indenté, formaté. Alors donc ça c'est vous spécifiez le paramètre et après je vous crée l'objet par exemple quand je crée un compte avec le code égal à 1, le solde égal 8000 avec une date de création système. Et pour convertir donc cet objet-là en format XML, donc c'est marshlar.marshlar
Marshall, le compte CP, et vous mettez la sortie. Alors maintenant, la sortie, si c'est un fichier, vous mettez new file et vous spécifiez le fichier dans lequel vous voulez enregistrer. Si c'est un flux de données, donc vous spécifiez donc le flux de données. Ça peut être system.out, ça peut être donc c'est un flux via une socket que je vais échanger ce message XML avec une autre application. L'inverse maintenant. Supposons que vous avez un fichier XML, vous avez un fichier XML qui est créé, et vous voulez le lire et de récupérer un objet. Alors dans ce cas-là, j'ai le fichier XML qui est créé. Alors maintenant, je vais créer toujours un objet jaxb.newInstance. J'ai besoin de créer un objet de type inMarshall. C'est la désérialisation. J'utilise la méthode tout simplement unMarshall. Je spécifie donc la source, le fichier XML. Et après, j'ai besoin de faire un sous-casting vers count. Il dit quoi? Donc je prends les données et je reconstruis l'objet count à partir de ce fichier XML et je peux consulter donc les informations sur l'objet. Donc vous voyez, donc en principe, ça c'est pas des web services, c'est JAXB. JAXB, ça existe dans Java, donc vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle application. C'est-à-dire que parfois pour échanger des messages XML entre les applications, vous n'êtes pas obligé de passer forcément par JAXWS. Parfois avec JAXB directement, je pouvais faire ce travail. Alors, sauf que si vous voulez utiliser à travers le web service, vous pouvez bien sûr, vous devrez savoir que JAXWS lui-même, il utilise JAXB. Alors, il y a une autre possibilité de JAXB, c'est comment générer un schéma XML à partir d'une classe. Alors, j'ai une classe qui s'appelle count.class, que j'ai déjà créée. J'ai la classe count qui est créée, mais je voudrais générer un schéma XML. Parce que ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la structure qui représente, c'est le message XML qui contient les données. Mais pour déclarer, parce que ce message XML il contient des données, mais pour déclarer sa structure. C'est-à-dire pour déclarer, par exemple, comme quoi code, c'est un entier, ou bien c'est un long. Pour dire que la date, c'est une date. Pour dire que, par exemple, le sol, c'est un double. Oui, comment on va faire ça? Dans XML, il faut créer ce qu'on appelle un schéma XML. Donc, pour déclarer la structure. Alors, si vous voulez générer donc un schéma XML avec JAXB, donc voilà ce qu'on va faire. La même chose, donc vous créez new instance, vous spécifiez la classe. Et après, vous utilisez donc la méthode generateSchema. Et vous spécifiez donc un objet implémentant l'interface schema output resolver. Alors en fait, ça c'est une interface. Quand vous créez une instance, vous serez obligé de redéfinir une méthode qui s'appelle createOutput. Et dans createOutput, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien tout simplement, vous spécifiez voilà, la sortie file f égale new file. Voilà le fichier dans lequel je vais enregistrer le schéma. Et j'ai donc un objet streamResult à créer en lui donnant comme paramètre f, le flux. Donc c'est-à-dire que je veux générer un résultat passer à ce fichier-là. Et après, pour générer, donc on va résultat.setSystemID. On a besoin de donner d'identifier la sortie par un identifiant. Alors dans notre cas ici, on va lui donner f.getName. F.getName, c'est tout simplement count.xsd. Comme ça, quand il va générer le fichier XML, il va lui donner comme nom count.xsd. Et après, par la suite, return result. Donc ça, ce code-là, il est suffisant pour générer donc ce schéma XML. Alors quand vous voyez ici donc le schéma XML correspondant à la classe, c'est quoi? Regardez, schema. Je déclare un élément count qui est de type count. En fait, count c'est un type complexe type, qui contient une séquence, c'est-à-dire des éléments fixes. Alors qu'est-ce qu'un count contient? Il contient un élément code qui est de type int, la date de création de type datetime et sort qui est de type float. Donc ça c'est le schéma XML. Et je peux faire l'inverse. C'est-à-dire que j'ai le schéma XML et à partir du schéma XML, je veux créer la classe. Et ça, vous allez voir que dans le web service, un client, il a le WSDL. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Un client possède le WSDL. Mais pour faire appel à un web service, il a besoin de générer des classes. Mais comment on va générer ces classes? Si vous avez le WSDL, ça veut dire que vous avez le schéma XML. Et à partir du schéma, donc, on génère les classes. Alors comment? Eh bien, tout simplement dans Java,
dans JAXB, il y a un outil qui s'appelle XJC. XML, Java Compiler. Vous lui donnez donc le fichier XSD et qu'est-ce qu'il vous génère? Il va vous générer la classe Count. C'est pas du web service, donc d'abord on n'est pas du web service. Ce schéma-là, il décrit quoi? Un type qui s'appelle Count. Et si vous utilisez la commande XJC, il va vous générer une classe qui s'appelle Count. C'est-à-dire, il va vous générer exactement cette classe. Mais avec quelques annotations. Quelles annotations? Comme par exemple XML, root element et d'autres annotations qu'on n'a pas vues encore. C'est bon? Alors voilà donc si vous utilisez, donc voilà les classes générées. Il vous génère une classe Count, mais également il vous génère Object Factory. Donc c'est une classe qui permet d'instancier cette classe Count. C'est ce qu'on appelle une fabrique en termes de design pattern. C'est le pattern factory. Alors maintenant, je viens de vous montrer que dans une classe avec JAXB, on peut utiliser la notation XML root element. Mais il n'y a pas, c'est pas la seule, il y a d'autres annotations. Parmi ces annotations, il y a XML schema. Donc si vous voulez associer un namespace au package, alors vous savez que l'équivalent des packages au niveau du schéma XML, c'est les namespace. Alors par défaut, si vous ne spécifiez pas la notation XML schema, quand il génère le fichier XML, qu'est-ce qu'il va donner comme nom au namespace? Il va donner le même nom du package de votre classe. Sinon, si vous voulez changer, vous pouvez utiliser XML schema. Alors également, il y a XML transient. C'est une annotation qui est utilisée pour indiquer comme quoi un attribut n'est pas sérialisable. Autrement dit, si vous avez un attribut d'une classe qui est déclaré XML transient, ça veut dire que quand JAXB va le convertir en XML, quand il va convertir l'objet en XML, il va convertir tous les attributs de la classe sauf les attributs qui sont déclarés XML transient. Alors, autrement dit, on a l'exemple. Regardez, j'ai une classe qui s'appelle Count, XML root element, j'ai le code, j'ai le solde, j'ai la date de création, mais la date de création, je l'ai déclarée XML transient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand JAXB va convertir un objet Count en XML, le message XML qui va être généré, il contient un élément Count qui contient le code, le solde, mais pas la date de création. C'est-à-dire que la date de création ne sera pas prise en considération au moment de la sérialisation. Et ça, c'est très important parce que parfois, on veut bien convertir les données d'un objet en XML, mais je ne veux pas tous les attributs. Je veux que quelques attributs. Donc, la notation XML transient, généralement, elle est utilisée pour ça. XML attribute. Donc, vous savez que dans un fichier XML, on peut spécifier, pour déclarer un message XML, on peut utiliser soit les éléments, soit les attributs. Alors, en fait, XML attribute, c'est pour spécifier comme quoi un champ ou bien un attribut d'une classe va représenter un attribut au niveau du XML ou tout simplement XML element. Alors, par défaut, ce qui est utilisé, c'est XML element. Alors, tout à l'heure, on n'a rien spécifié ici. Donc, par défaut, par exemple, le code, il va considérer comme quoi c'est un élément. C'est-à-dire, c'est un élément fils de l'élément Count. Alors que si vous utilisez la notation XML attribute, quand il va générer le Count, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le code en tant qu'attribut à la classe Count. Ça veut dire quoi? Je trouverai Count, espace, code égale à 1. Donc ça, c'est un attribut. Donc autrement dit, donc, les attributs d'une classe peuvent être représentés soit en tant qu'élément XML, soit des attributs. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ça? C'est la notation XML attribute, XML element. Alors sauf que il y a également une annotation. Alors généralement dans JAXB par défaut, les annotations JAXB, il faut les mettre sur les getters. C'est-à-dire normalement si vous voulez utiliser la notation XML transient, on ne va pas la mettre sur l'attribut, mais on va la mettre sur la méthode get date creation par défaut. Mais si vous voulez utiliser les annotations sur les variables ou bien les attributs au lieu des getters, il va falloir indiquer, il y a une autre annotation qui s'appelle XML accessor type. Alors l'annotation XML accessor type, dans laquelle il y a des constantes. Si vous mettez field, ça veut dire que les annotations JAXB, on va les placer sur les attributs et non pas sur les getters. Donc si vous le laissez comme ça et vous supprimez ça,
vous allez voir que ça ne va pas marcher, il ne va pas la prendre en considération. Et dans ce cas-là, si vous ne mettez pas ça, il va falloir placer les annotations sur les getters. Ça fait? Alors ça c'est c'est donc c'est quelques concepts que vous devrez connaître. Donc on a présenté ça. Alors maintenant on est arrivé à l'étape maintenant on va mettre en œuvre, c'est-à-dire pratiquement comment développer un web service, comment le consommer. Alors ça, cette manipulation maintenant qu'on va faire tout à l'heure va nous permettre de comprendre mieux déjà comment créer un web service, comment consommer un web service, comment le tester avec des outils, comment par exemple créer un web service Java et le consommer avec une application .NET ou bien une application PHP. Alors toutes ces opérations-là, donc on va les traiter dans l'étape suivante. Alors et du coup donc on aura besoin justement de suivre les étapes suivantes. Il faut tout d'abord créer un web service, développer le web service. Donc on vient de voir tout à l'heure, développer un web service, c'est de créer une classe avec des annotations. Par la suite, il faudrait déployer le web service, ça veut dire qu'il nous faut un serveur web. Alors on va voir, il existe différentes solutions. Si c'est une application Java, on va créer un simple serveur, une simple application Java. Donc on va voir que c'est très simple de publier un web service via une application Java. Si c'est une application J2E, donc on aura besoin d'un serveur HTTP, c'est-à-dire un serveur d'application J2E. Et après, par la suite, on pourra, par la suite, si c'est un serveur d'application, on pourra utiliser quelle implémentation de JAX-WS qu'on va utiliser pour publier le web service. Après, il faut tester le web service. Une fois qu'on a déployé, il faut le tester. Alors, pour le tester, généralement, on utilise un éditeur SOAP, c'est-à-dire un analyseur SOAP. Vous pouvez utiliser un éditeur XML comme Oxygen, qui est un programme que vous utilisez pour créer des fichiers XML et tout ce qui concerne la technologie XML. Ou tout simplement utiliser un outil qui est spécialement créé pour tester les web services, qui est SOAP UI. Donc ça, c'est un programme que vous allez installer tout à l'heure pour tester les web services. Et après, par la suite, une fois que vous avez testé le web service, ce qui va vous permettre de voir le WSDL, de voir des requêtes SOAP et de voir également les réponses SOAP. Vous pouvez bien sûr passer par la suite par l'étape suivante, c'est la création d'un client Java, créer un client .NET par exemple, un client PHP. Alors c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc juste avant de commencer la démonstration, je crois qu'on va essayer de... Quelle heure il est? Juste parce que je voulais pas... C'est 42 15h45. Voilà, alors on va prendre la pause. Alors comme ça, on fera tout à l'heure la démonstration complète de l'application juste après la pause, d'accord? Voilà. Donc vous pouvez prendre maintenant une pause de 15 minutes, d'accord? Et après, par la suite, on va essayer de vous montrer comment créer ces applications.